Je vous ai expliqué jusqu'à maintenant comment est composé un algorithme évolutionnaire. Intéressons-nous maintenant à comment il fonctionne. Alors cette question-là est une question théorique et une question expérimentale qui a agité beaucoup les chercheurs depuis même le début de l'élaboration de ces techniques, c'est-à-dire il y a 40-50 ans. Donc d'abord, il y a pas mal de mathématiciens qui se sont intéressés à ces processus stochastiques pour savoir comment un processus stochastique comme ça, comment est-ce qu'on assure qu'il va se stabiliser sur l'optimum global d'une fonction, et éventuellement essayer de savoir les vitesses de convergence en fonction du paysage donc d'optimisation, la fonction optimisée de la forme de l'espace de recherche. Ça, c'est un pan très théorique et très touffu. Et puis, il y a un pan expérimental où il y a beaucoup de tests qui ont été faits avec des benchmarks, des fonctions types, etc. Vous verrez un tout petit peu ça en TP, comment on fait et qu'est-ce que ça nous apporte comme information. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On s'accorde quand même sur une explication du fonctionnement des algorithmes évolutionnaires. Alors il y a plein de théories, hein, mais on s'accorde vraiment sur cette histoire de compromis entre exploration et exploitation. L'idée, c'est de dire que voilà, une population posée sur un espace de recherche représente finalement un échantillonnage de l'espace de recherche. Et en fait, l'échantillonnage, comme il évolue, il est de plus en plus biaisé vers les zones de plus en plus intéressantes. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à l'optimum global. Donc il y a une composante fortement aléatoire, une composante de recherche aléatoire qui est contenue dans les opérateurs qui utilisent des générateurs aléatoires, donc mutation et croisement. Et il y a aussi dans l'algorithme génétique une pression vers ou une direction préférée, donc une recherche dirigée. Il y a deux composantes, donc recherche aléatoire, recherche dirigée. La recherche dirigée, c'est plutôt alors en accord avec finalement la théorie de Darwin, c'est la sélection qui fait le tri dans finalement les recherches aléatoires qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, et c'est donc la sélection qui va avoir une action de concentration, de direction, etc. Dans certains cas aussi, les opérateurs de croisement peuvent avoir cet effet de concentration. On verra ça aussi en TP si on a le temps. Voilà, donc en gros, ce compromis exploration qui est lié aux composantes aléatoires de l'algorithme, à l'échantillonnage aléatoire par une population, est contrebalancé par une recherche dirigée. Donc il faut arriver à peser l'importance des deux tendances. Une tendance à éparpiller nos moutons, si on parle d'un troupeau de moutons, de façon à ce qu'ils explorent l'ensemble de l'espace, et une tendance aussi à rassembler le troupeau dans les zones intéressantes. Donc direction et recherche aléatoire, exploitation, exploration. La question qui se pose naturellement ensuite, c'est de savoir, puisqu'on a une idée de comment fonctionnent ces algorithmes, quand est-ce que c'est intéressant de les utiliser en comparaison avec d'autres techniques. Alors, je pense que c'est assez évident du fait qu'on travaille avec une population, donc on utilise beaucoup de temps de calcul. C'est assez évident que dès qu'on a des fonctions qui sont simples à optimiser et sur lesquelles on peut utiliser des méthodes de type descente de gradient ou des méthodes de recherche locale qui vont droit au plus proche optimum, si on a une fonction qui est convexe, qui a une fonction qui est lisse, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'utiliser un algorithme évolutionnaire. La chose dont on est peut-être un peu moins conscient, c'est le fait qu'il y a aussi une autre, je dirais, borne d'intérêt d'utilisation de ces techniques, c'est sur les fonctions qui sont extrêmement complexes. En fait, il y a par exemple dans des domaines comme la cryptographie, il y a des mathématiciens qui s'amusent à créer des fonctions qu'on appelle difficilement inversibles. Alors là, j'en ai montré un exemple, et donc on le décrit en disant qu'on veut finalement minimiser une distance
qui s'appelle la distance de Lie, qui est en fait une distance modulo des entiers sur des valeurs entières. Et on veut en fait minimiser la distance de la racine quatrième modulo P enfin, trouver finalement la racine quatrième modulo P d'un entier, sachant que P et A sont codés sur 500 bits, donc des entiers très longs. Donc on a un problème qui est extrêmement touffu, et dessiné exprès pour être difficilement inversible. L'expérience, je l'ai faite il y a pas mal d'années avec un collègue cryptographe, et j'ai essayé de voir quelles sont les performances d'un algogénétique sur de telles fonctions. Et donc on s'est bien cassé la tête à fabriquer des jolis opérateurs bien adaptés, et cetera. Enfin, on s'est amusé un certain temps. Et puis on a fait tourner notre algorithme, on a regardé ses performances, et puis on a eu la curiosité, ou je dirais la, la prudence de comparer cet algorithme à un algorithme de recherche aléatoire pur et simple. C'est-à-dire, la recherche aléatoire pure et simple, c'est-à-dire on prend un point, on regarde sa valeur, on tire un autre point complètement au hasard, on regarde sa valeur, et on compare les valeurs de fitness, et on garde le meilleur fitness des deux. Et on itère comme ça. Donc en fait, c'est vraiment un tâtonnement totalement aléatoire. Donc dans l'interprétation précédente, c'est un algorithme qui fonctionne uniquement sur une recherche aléatoire. Voilà, donc c'est un algorithme qui est extrêmement simple et rapide à programmer, et qui, là, en l'occurrence, dans ce cas-là, donnait les mêmes performances, c'est-à-dire la même qualité d'optimum trouvé, et à peu près le même temps de calcul. Donc c'est là qu'on voit que finalement, le côté concentratoire de l'algogénétique a été mis en échec par une fonction qui est suffisamment difficile, qui est quasiment aléatoire ou pseudo-aléatoire. Alors les zones où c'est intéressant d'utiliser les algorithmes évolutionnaires, c'est des zones où les fonctions sont compliquées, ou deviennent notablement compliquées, mais évidemment pas au point de l'exemple que j'ai trouvé. Donc ça, première recommandation, quand on a à comprendre si c'est intéressant d'utiliser un algorithme génétique, eh bien, il faut le comparer d'une part à une méthode locale directe comme une descente de gradient, et d'autre part à une méthode très robuste agricole, je dirais, comme une recherche aléatoire pure, brute. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, en fait, on peut classer la difficulté des fonctions qu'on a optimisées suivant un axe qu'on appelle l'épistasie, par analogie avec la notion d'épistasie en biologie. Alors, l'épistasie en biologie, ça fait référence à des gènes qui sont exprimés sur un génome en fonction de l'expression d'autres génomes. Et donc, la transposition, je dirais, mathématico-algorithmique, c'est de dire, voilà, dans ce cas-là, on a affaire à des problèmes où la représentation, le codage, donne finalement des fonctions qui sont plutôt non linéaires, avec des interdépendances entre gènes. Donc si on est plutôt à une épistasie faible, on est plutôt dans des cas où les fonctions sont relativement lisses, relativement prédictibles, relativement simples, et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent, la descente de gradient est plus adaptée. Quand on est dans le cas d'une épistésie extrême, c'est-à-dire à une fonction qui ressemble à une fonction aléatoire, là, c'est clair aussi que la recherche aléatoire est probablement plus efficace et au moins plus facilement programmable et réglable qu'un algo évolutionnaire. Donc entre les deux, l'algorithmie évolutionnaire a son utilité. Alors, expérimentalement, on s'est rendu compte que le champ, c'est pour ça que j'ai dessiné une grande parenthèse, le champ d'utilisation, d'intérêt des algorithmes évolutionnaires est vraiment très large. Voilà. Et toute la difficulté, par contre, c'est d'arriver à le régler de façon à obtenir des algorithmes efficaces. Et donc ça, ce sera aussi, comme je l'ai dit, l'objet du premier TP, pour vous donner une idée de comment on fait et pourquoi c'est important. Alors là, ce que j'ai dit maintenant, et ces réflexions sur le comportement d'un algorithme évolutionnaire sur une fonction, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'optimisation statique, c'est-à-dire que vous avez une fonction donnée qui ne change à aucun moment et sur laquelle on veut trouver l'optimum
Voilà, éventuellement dans un environnement complexe, avec quelquefois beaucoup de dimensions, mais de toute façon, la fonction reste la même, c'est pour ça qu'on appelle ça optimisation statique. Alors, un champ d'application qui est très intéressant aussi pour les techniques évolutionnaires, c'est le fait que finalement, on peut se permettre de faire varier ou de voir varier la fonction de fitness et donc avoir affaire à des environnements variables. Et ça peut être très, très utile dans différentes applications, en intelligence artificielle, en contrôle, en commande de processus. Si on a le temps, je vous parlerai d'exemples en robotique où effectivement, dans ce cas-là, on cherche pas tant que ça à localiser l'optimum, mais plus à le localiser et le suivre quand il va varier. Et donc ça, c'est vraiment un champ d'application aussi très important de ces techniques d'évolution artificielle. Le champ d'application des techniques d'évolution artificielle est, lui, extrêmement varié, puisque, de façon assez logique, à chaque fois qu'on a affaire à un problème d'optimisation un petit peu touffu, on est tenté de tester des algorithmes évolutionnaires, des algorithmes génétiques, pour voir si ça nous donne un bon résultat. Et il s'avère que dans bien, bien, bien des cas, c'est tout à fait efficace. Donc, là, je me suis amusée dans ce transparent à vous lister une série de domaines dans lesquels on utilise des algos génétiques ou des algos évolutionnaires. Donc, par exemple, en théorie des graphes ou en théorie des jeux pour optimiser des stratégies dans certains jeux, pour résoudre le problème du voyageur de commerce, en robotique pour faire de la planification de trajectoire, en modélisation de données 3D pour aller détecter dans un jeu de données 3D des formes caractéristiques. En traitement d'image, on essaiera de voir tout à l'heure un petit exemple, en synthèse d'image, en art, en application artistique. En économie, en finance aussi, par exemple, il y a des gens qui font de l'optimisation de portefeuilles de placement avec des algorithmes évolutionnaires. Un exemple aussi assez amusant, c'est le test de logiciel, où là, en fait, on formule le problème en disant, voilà, on a un logiciel à tester, il prend un certain nombre de paramètres en entrée, et puis de temps en temps, il se plante, il ne fait pas ce qu'on voudrait, etc. Donc on peut aller formuler un problème d'optimisation en disant, je veux rechercher sur l'ensemble des paramètres d'entrée les points les paramètres, les jeux de paramètres qui me donnent des résultats pas attendus. Et donc du coup, là, on peut imaginer une population d'individus qui sont les jeux de paramètres qu'on donne en entrée à ce logiciel à tester, et puis la fonction de fitness, eh bien, va mesurer la qualité ou l'horreur du plantage. Et donc du coup, comme ça, on peut orchestrer une recherche, alors pas tout à fait systématique, mais assez intense d'erreurs, de cas d'erreur du logiciel. Il y a des exemples aussi en linguistique, en sciences des matériaux, en physique théorique. Là, ça fait quelques années que je travaille avec un collègue physicien qui récupère des données, qui fabrique des données au synchrotron soleil, et on utilise des algorithmes génétiques pour plaquer des modèles sur ces données. Voilà. En architecture durable, là prochainement, je vais faire partie d'un jury d'une thèse où en fait on fait de la conception de bâtiments durables, faibles consommateurs en énergie, et puis avec un certain nombre de critères d'esthétique et d'urbanisme. D'autres exemples aussi en écologie, en génétique, en médecine. Donc c'est extrêmement varié. Dans de nombreuses applications que j'ai citées dans le transparent précédent, on trouve des approches qu'on peut qualifier d'approches inverses en boîte noire, en fait, des approches qui permettent d'essayer de plaquer un modèle sur des sorties expérimentales qui sont issues d'un processus inconnu. Donc imaginons là sur le schéma, on voit qu'on a des entrées à notre gauche qui expérimentalement, via un processus qu'on ne connaît pas, dont on cherche un modèle, donne des sorties qu'on peut mesurer par une expérience. Et puis par ailleurs, on peut disposer d'un modèle mathématique ou algorithmique à partir de ces mêmes entrées, modèle qui dépend d'un certain nombre de paramètres,
et qui nous donne, cette fois-ci des sorties qui sont censées mimer les sorties expérimentales. Donc l'approche algogénétique consiste à dire, voilà, je vais faire ce qu'on appelle du fitting de modèle, je vais calculer un modèle où je vais instancier les paramètres de mon modèle de façon à ce qu'il représente ce processus inconnu, en disant, eh bien voilà, mes individus sont les paramètres du modèle. Alors ça peut aller jusqu'à de la programmation génétique, et donc, si on fait tourner le modèle sur les exemples de la sortie expérimentale avec des entrées contrôlées et des sorties qu'on connaît, connues, on obtient, notre modèle nous donne des sorties, je ne sais pas, par exemple, une valeur Y, une valeur Z, et en fait, on va comparer la sortie par le modèle avec l'expérience. Et donc ça, la comparaison, la fonction de fitness qu'on cherche à minimiser cette fois-ci, va qualifier le fait que toutes les sorties de mon modèle théorique ressemblent aux sorties expérimentales. Et ça, c'est un schéma qu'on trouve très souvent dans beaucoup d'applications et qui se prête bien à la technique algorithme évolutionnaire. On peut donner un certain nombre de recommandations pour construire des algorithmes évolutionnaires efficaces. Alors ça, c'est issu de l'expérience de développement. Moi, j'aime bien le donner en 4 catégories. La première catégorie, c'est déjà d'identifier correctement l'espace de recherche et les contraintes du problème pour savoir qu'est-ce que contient et que signifie notre population et dans quel espace elle va vivre. Ensuite, choisir un codage efficace. Alors ça, c'est une question très importante parce que ça permet, si on a un codage efficace, ça permet de pouvoir fabriquer des opérateurs génétiques qui, eux, vont être efficaces. Alors, justement, la notion d'efficacité, là, c'est quelque chose qui est pas si simple. L'idée, c'est qu'on veut que ce soit quelque chose qui ne soit pas redondant, c'est-à-dire qu'on veut qu'un point de notre espace d'origine, quand il est représenté, il soit représenté de façon de préférence bijective. Voilà, alors c'est pas toujours possible, mais la plupart du temps on y parvient. Voilà, et aussi avec un algorithme de passage entre phénotype et génotype qui soit pas trop coûteux, parce que de toute façon, ce passage codage-décodage est fait extrêmement souvent à l'intérieur de l'algorithme. Le troisième point, c'est construire une fonction de fitness qui soit économique en temps de calcul, qui reflète le but qu'on recherche, bien sûr, mais aussi qui soit calculable le plus rapidement possible. Parce que, encore une fois, la fonction de fitness, chaque individu enfin, chaque individu est évalué en utilisant cette fonction de fitness. Donc, ce petit bout de routine dans l'algorithme, dans le programme, va être utilisé de très très nombreuses fois. Et si on se trompe, si on fait une boucle un peu trop longue ou des choses comme ça peut être assez catastrophique pour les temps de calcul. Après, on peut aussi imaginer des fonctions de fitness qui soient progressives, c'est-à-dire avoir quelque chose qui donne une approximation en début d'évolution et qui soit calculée très rapidement pour permettre à la population d'aller très vite dans des zones où on peut avoir l'idée que c'est intéressant, et puis ensuite fabriquer des raffinements de la fonction de fitness uniquement là où ça devient nécessaire, c'est-à-dire par exemple si l'approximation a une valeur suffisamment élevée ou bien si on est à une génération suffisamment élevée. Donc ça, c'est aussi des stratégies qui permettent de gagner beaucoup de temps de calcul. Et évidemment, encore une fois, je le répète, il faut très très bien régler les paramètres, bien choisir les opérateurs, les stratégies, mais bien régler les paramètres. Et donc ça peut faire que dans un algorithme mal construit peut prendre, enfin peut être une usine à gaz et ne pas résoudre le problème. Et puis une phase de réglage peut nous permettre d'avoir un algorithme qui fonctionne de façon très rapide et très efficace. Donc c'est extrêmement important, ça peut faire une énorme différence. Pour la dernière partie de ce cours, on va s'intéresser à ce que j'appellerais les algorithmes évolutionnaires non standards, par opposition à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui étaient des algorithmes utilisés pour faire de l'optimisation, allez, on va le dire standard, c'est-à-dire où l'ensemble de la population évolue de façon à ce
à pousser son meilleur individu sur l'optimum global de la fonction de la fonction de fitness. Alors, je vais vous montrer 3 exemples. Certains seront développés, beaucoup plus, dans un cours suivant. Il y a plein de façons de détourner la mécanique évolutionnaire pour faire d'autres algorithmes qui peuvent être aussi extrêmement utiles. Là, je vous donne que 3 exemples, mais c'est un domaine aussi assez riche où on peut voir des choses très imaginatives. Alors, une première extension qui est assez classique, c'est de se dire, voilà, quand on fait vivre une population sur un espace de recherche, on gagne un peu plus d'informations que juste la position du meilleur individu à la dernière génération, qui représente une estimation de l'optimum global de notre espace de recherche. On peut très bien imaginer que tous les optima locaux qu'on a rencontrés peuvent nous donner une indication et réserver des réponses intéressantes aux problèmes qui nous intéressent. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont développé des algorithmes génétiques pour des paysages multimodaux, des fonctions multimodales. On appelle ça assez souvent des algos à niche écologique. Voilà. Ensuite, on verra aussi de l'optimisation multi-objectif, donc je vous en parlerai un petit peu aujourd'hui, et Alberto Tonda fera un cours complet sur l'optimisation multi-objectif, parce que c'est un gros sujet dans le domaine des algorithmes évolutionnaires, où là, on ne s'intéresse pas à finalement un paysage monomodal ou multimodal, mais à un paysage, à une question de recherche qui, en fait, cherche à localiser l'optima, des optima combinés, qui optimisent plusieurs fonctions en même temps. On verra. Et puis un dernier point que moi j'aime beaucoup, qui est la coopération coévolution. Et aussi, j'ai oublié de le marquer dans ce slide, on parlera aussi un petit peu d'évolution interactive. Commençons avec le nichage. Donc le nichage, ça veut dire, alors c'est une traduction directe de niching en anglais. L'idée c'est de fabriquer des populations qui se spécialisent et qui se séparent en sous-populations, et chaque sous-population colonisant un optimum local jugé intéressant dans le paysage de recherche. Alors, il y a différentes techniques qui ont été proposées pour favoriser cette spéciation finalement au sein de la population. Et donc il y a déjà une première technique qui consiste à dire bah, je vais m'arranger pour maintenir la population étalée, maintenir la diversité génétique. Et déjà ça permettait, par maintien de diversité génétique, puis calcul de clusters dans la population, de sélectionner sur une population convergée, de sélectionner et de localiser des optima locaux. Une technique qui a été proposée par David Goldberg et ses étudiants consiste, elle, à dire on va considérer la fonction de fitness comme une ressource à partager entre points voisins. L'idée, c'est quand vous avez un troupeau de moutons qui vient brouter la même herbe, eh bien, à un moment ou à un autre, il n'y a plus d'herbe, et donc la zone n'est plus intéressante, et du coup, la colonisation de cette zone-là se raréfie. Voilà, donc David Goldberg a proposé de dire, ben voilà, on va faire évoluer donc notre sélection. La fonction de fitness qui est utilisée dans la sélection, c'est plus la fonction de fitness initiale qui est la fonction qu'on optimise, mais la fonction fitness prime de x, qui est la fonction initiale, divisée pour chaque point, divisée par son nombre de voisins. Et donc, du coup, plus il a de voisins, moins son fitness est élevé, donc ça veut dire que déjà cette zone a déjà été explorée, et donc elle est moins intéressante pour la recherche, et donc du coup ça permet d'équilibrer des sous-populations, et on peut montrer même d'ailleurs théoriquement que ça équilibre
le système avec des sous-populations dont la taille est proportionnelle à la hauteur des optima sélectionnés, à la hauteur des bosses. Voilà, alors la formule que j'ai montrée là, c'est une formule où on utilise une notion de voisinage flou. Bon, peu importe, l'idée c'est de définir une distance sur mon espace de recherche et de façon à décider si deux points sont suffisamment près pour être considérés comme voisins ou non. Voilà, donc ça, on a montré que ça fonctionnait, que c'était très efficace. Et puis un dernier point qui permet aussi d'accélérer l'efficacité des algorithmes, c'est de décider qu'à partir du moment où les sous-populations se sont un petit peu séparées, spécialisées, eh bien on restreint les croisements entre deux sous-populations de façon à éviter d'avoir des individus qui se promènent entre les deux clusters. Voilà, donc ça c'est 3 exemples qui montrent que finalement une toute petite modification sur le schéma, d'évolution artificielle, puisque en fait on fait juste une modification sur la fonction de fitness et éventuellement une modification sur l'opérateur de croisement et voilà, ça nous permet d'obtenir quelque chose qui nous donne plus d'informations que juste la position du meilleur individu de la dernière génération qui représente l'optimum global, l'approximation de l'optimum global fourni par l'algorithme. La seconde catégorie dont je voulais vous parler, c'est les techniques de multi-objectifs, donc les techniques évolutionnaires multi-objectifs. Alors l'idée, c'est plus de dire j'ai un paysage de recherche où j'ai plusieurs optima, là j'ai plusieurs fonctions de fitness. Et en fait, l'idée, c'est d'optimiser, de trouver les points qui optimisent à la fois l'une et l'autre. Par exemple, ici dans le schéma, qui optimise à la fois F1 et F2. Et alors, donc, ces problèmes sont intéressants et deviennent délicats à traiter quand F1 et F2 ne sont pas forcément compatibles. Un exemple, on veut euh, optimiser la rigidité d'une barre, d'une barrette, d'une poutre par exemple, et en même temps, on la veut la plus légère possible. Euh, eh bien, dans ce cas-là, les solutions qui optimisent les deux sont plutôt du genre compromis que du genre optimisation pure. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que maintenant, mon algorithme évolutionnaire, il va permettre d'explorer l'espace des compromis entre ces deux fonctions et va essayer de s'approcher, en convergeant, va s'approcher de ce qu'on appelle le front de Pareto, c'est-à-dire l'ensemble des compromis optimaux entre F1 et F2, c'est-à-dire les points pour lesquels, si on améliore l'une des deux fonctions, F1 par exemple, eh bien on dégrade F2 et inversement. Donc là, on a un exemple, un point A et un point B, et on voit que en fait, elles ne peuvent pas être comparées entre elles, mais elles sont meilleures que toutes celles qui sont à leur droite. Voilà. Alors là, encore une fois, ce qui va permettre de faire un algorithme génétique qui finalement stabilise sa population sur le front de Pareto, eh bien c'est une modification, alors un petit peu plus sophistiquée, de l'opérateur de sélection. Et donc quelqu'un qui est d'ailleurs un étudiant de David Goldberg, qui s'appelle Kalyan Moy Deb, a proposé un algorithme qui est maintenant assez célèbre, qui s'appelle NSGA, alors 2 parce que c'est la deuxième version, pour Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm. Voilà, et donc ça, ce sera décrit plus amplement au cours je crois que c'est le troisième cours de ce module. Le troisième exemple dont je voulais vous parler, c'est celui qui concerne la coévolution coopérative. Alors, l'idée, elle est issue d'une constatation qui est que quand on fait de l'optimisation classique, quand on fait se dérouler toutes les populations sur notre espace de recherche, elles évoluent, elles se stabilisent, et le meilleur individu est théoriquement placé sur l'optimum global.
on exploite ça en disant: «Je garde le meilleur individu de ma dernière génération et terminé, c'est ma solution, je jette tout le reste». Alors, le fait d'avoir vu évoluer une population sur un espace de recherche nous fournit quand même beaucoup plus d'informations sur l'espace de recherche que uniquement la position du meilleur individu. Donc c'est ça qui a motivé, la construction d'algorithmes un petit peu plus économiques, on pourrait dire durables maintenant, en disant: «Ben voilà, tout notre camp de calcul, on pourrait essayer de l'utiliser, de façon à ce qu'à la fin, on en jette moins». Et donc une stratégie a consisté à dire: «Au lieu de formuler mon problème d'optimisation en disant, la solution que je recherche, c'est un individu», on pourrait imaginer, que ma solution, elle est représentée par plusieurs individus. C'est-à-dire que plusieurs individus se regroupent, voire coopèrent, pour fabriquer une solution. Et alors ça peut se faire, encore une fois, avec une modification très très simple de la boucle évolutionnaire. Donc c'est aussi une solution assez élégante où en fait on reste vraiment dans ce schéma de boucle évolutionnaire. Donc là je vous ai montré sur la gauche du transparent le schéma de l'approche classique. Le schéma de l'approche coévolution coopérative, on l'appelle aussi approche parisienne parce qu'en fait c'est plusieurs labos de recherche en région parisienne qui ont proposé ça pour l'optimisation numérique. Voilà. Euh, donc, euh, donc le schéma en question consiste à dire, ben voilà, je vais rajouter une étape dans mon évolution en disant que maintenant mes parents créent par sélection, mutation et croisement des descendants, mais simplement ces descendants, on va les agréger à chaque génération pour fabriquer des solutions à notre problème et ensuite on va redistribuer finalement l'évaluation de mon fitness global, c'est ce qu'on appelle le fitness qui est calculé à chaque génération, sur les individus qui ont participé euh, à la solution qui est évaluée par le fitness global. Si par exemple c'est toute la population qui est utilisée, dans ce cas-là, le feedback est renvoyé sur chacun des individus. Voilà, et donc c'est une boucle qui est tout à fait identique, sauf que quelque part, on a deux fonctions de fitness. On a une fonction de fitness classique qui est la fonction de fitness locale, qui peut permettre d'évaluer localement comment un individu se comporte, qu'est-ce qu'il a, quelle est sa qualité, et puis le fitness global qui, lui, est évalué à chaque génération et qui évalue la coopération d'un certain nombre d'individus pour former une solution. Alors, ces deux fonctions de fitness, c'est finalement la caractéristique de ces approches de coopération, coévolution. Je vais donner des exemples dans la suite pour fixer un petit peu les idées, pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Mais finalement, ces deux fonctions de fitness ne sont pas totalement obligatoires. On peut aussi faire fonctionner un algorithme génétique avec uniquement un fitness global ou uniquement un fitness local. Ainsi, pour résoudre des problèmes en coévolution, il faut arriver à formuler notre problème comme une évolution d'individus qui sont des morceaux d'une solution. Et donc, ces morceaux de solution coopèrent pour créer une solution à notre problème. Là, et comme je le disais dans le transparent précédent, la fonction optimisée est calculée au niveau de la population. Et il est possible, mais pas obligatoire, d'utiliser deux fonctions de fitness, une fitness locale et une fitness globale. Ce que je vous ai montré là, c'est un exemple de coopération coévolution monopopulation. C'est le carré bleu là que je vous montre. Donc John Holland déjà initialement avait proposé ce schéma-là dans ses systèmes de classeurs. Et donc c'est justement les approches parisiennes qui ont étendu ça à l'optimisation de fonctions, à l'optimisation numérique. Alors, la coévolution, c'est aussi un sujet qui agite pas mal les chercheurs dans le domaine de l'évolution artificielle, et il y a beaucoup de combinaisons qui ont été cherchées. Il y a aussi des approches où on disait, ben voilà, plutôt que de faire évoluer mes individus au sein d'une même population, on peut aussi faire plusieurs populations, et on peut aussi faire
ce qu'on appelle des coopérations compétitives, où là on parle de modèle prédateur-proie. Donc un exemple en apprentissage, c'est effectivement l'apprentissage d'un modèle et puis les exemples qui mettent le modèle en échec. On peut les faire évoluer par l'intermédiaire d'une approche multipopulation compétitive. Voilà, donc ça, vous trouverez aussi de nombreux exemples de coévolution. La coévolution coopérative type approche parisienne monopopulation n'est pas la seule solution qu'on peut envisager dans ce genre de stratégie. Pour fixer les idées, on va regarder un exemple de coopération-coévolution en traitement d'image. Alors, c'est l'exemple de l'algorithme dit des mouches. Alors, en traitement d'image, je ne sais pas si vous en avez déjà encore fait, mais l'idée et la question, souvent, c'est de reconstruire les informations de profondeur, les informations 3D, à partir de projections 2D que sont les images. Et donc, une problématique qui est très présente en vision robotique, c'est la vision stéréo. On dispose d'un couple d'images en stéréo et il faut arriver à déterminer quelle est la profondeur du tabouret, de la boîte Lipton, etc. Voilà, donc l'idée, le principe de l'algorithme des mouches, c'est de considérer ça comme un problème de reconstruction de points, où chacun des points représente un point visible dans les deux caméras. Et donc on peut, avec alors connaissant les paramètres des caméras, c'est-à-dire leur position et puis leur distance focale, eh bien on peut imaginer la projection de n'importe quel point en 3D qui est placé devant ces caméras. Donc l'idée, c'est de dire, bah, maintenant ma population, mes individus de ma population, ce sont des points qui évoluent face aux caméras, et ces points vont être évalués, on va leur calculer leur fonction de fitness en les projetant sur ces caméras, de façon à faire que finalement les projections soient cohérentes et donc correspondent à un point tridimensionnel physique. C'est un exemple où on utilise uniquement une vitesse locale, mais c'est aussi un exemple où le calcul est tellement léger et tellement rapide qu'on est capable d'avoir des applications en temps réel. Cette approche en coopération-coévolution de la résolution du problème de correspondance stéréo est une approche assez différente des techniques classiques qui consistent à traiter les images de caméra gauche et de caméra droite, à localiser les ressemblances entre niveau de gris entre caméra gauche et caméra droite, puis ensuite à faire un traitement géométrique pour calculer la position des points, des projections des pixels. Là, à l'inverse, on teste un certain nombre d'hypothèses en posant des points qu'on a appelés des mouches dans l'espace 3D. Et donc, par exemple, ici, voyons deux mouches, la mouche A et la mouche B. L'une est posée sur un objet, l'autre pas. Et donc, on voit que les rayons qui arrivent à partir des caméras qui arrivent sur la mouche A et la mouche B vont faire voir finalement des zones différentes de l'objet. Alors, regardons, la mouche B, elle se projette en B1 sur la caméra gauche, en B2 sur la caméra droite. Comme il voit la même zone physique, comme ça correspond à la projection de la même zone physique qui reçoit de la lumière et qui renvoie de la lumière vers les caméras, probablement que B1, la zone autour de B1 et la zone autour de B2 aura des pixels qui auront des couleurs, des niveaux de gris comparables. Donc une corrélation entre B1 et B2 va nous dire, voilà quelque chose de cohérent. En revanche, la mouche A qui n'est pas posée sur l'objet bleu, eh bien, va produire deux projections, A1 et A2, qui vont voir des choses différentes.
la projection A1 va voir le bas de l'objet bleu, la projection A2 va voir le milieu de l'objet bleu. Et donc du coup, une corrélation entre les niveaux de gris autour de A1 et A2 va nous dire la mouche n'est pas cohérente. Donc probablement n'est pas posée sur un objet physique. Voilà l'idée qui sous-tend l'algorithme des mouches. Voici un exemple d'un déroulé d'algorithme des mouches. Donc initialement, la population est posée dans la zone commune de vue commune de caméra. Et donc en gros, les mouches sont des points aléatoires 3D dans cette zone. Là, on l'a représenté vue de dessus, hein. Au bout de quelques générations, on voit des formes se dessiner peu à peu, puis de mieux en mieux au cours des générations suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrêt de l'algorithme. Et là, on a superposé la réalité terrain en rouge, donc on voit que les mouches se posent bien sur les objets physiques. Cette technique d'algorithme des mouches a été utilisée au cours d'une thèse qui s'est passée à l'INRIA Rocancourt pour détecter des objets, des obstacles devant un véhicule qui se déplace. Et là, on voit la photo du thésard lui-même qui testait lui-même son algorithme en passant devant le véhicule. On voit à droite les mouches qui se posent sur l'objet qui est proche des caméras et qui se déplace. Voilà, et donc ça, c'est un exemple où effectivement on est parvenu avec un algorithme de coopération-coévolution à avoir une détection en temps réel des obstacles suffisamment efficaces et robustes pour être embarqués sur une voiture qui roulait. Alors là, dans l'exemple, elle roulait à 25 km/h, mais l'idée c'est justement, et maintenant ça commence à être utilisé pour la conduite automatique. Alors, pourquoi la coopération-coévolution fonctionne aussi bien? C'est une question très importante. Alors, d'abord, on peut dire que l'évolution est toujours conduite par la fonction de fitness qui est vue par l'individu. L'individu, par contre, sa fonction de fitness a une composante qui peut être une composante locale, et puis une composante qui est issue de sa participation à une solution qui est évaluée à chaque génération, donc globale. Mais de toute façon, ce mécanisme repose quand même toujours sur la capacité de la population à se concentrer dans des zones intéressantes, des zones de fort fitness, au sens fitness local plus global, ou en combinaison de local et global. En revanche, et ça c'est ce qu'on constate expérimentalement, c'est que la diversité est encore plus importante pour éviter que tous les individus s'agglutinent sur une même solution et donc fournissent une solution dégénérée. Alors on parlera de diversité parce que c'est vraiment un sujet très très important pour l'algorithme génétique, c'est aussi un sujet important en biologie, mais on constate aussi que dans le monde artificiel, le maintien de la diversité est quelque chose d'extrêmement important pour la robustesse et l'efficacité de nos algorithmes. Évidemment, fabriquer un algorithme de coopération-coévolution est nettement plus délicat que l'approche d'optimisation classique que je vous ai décrite au début de ce cours. La première question, qui est déjà extrêmement difficile, c'est de dire, voilà, comment est-ce que je configure mon espace de recherche, comment je découpe ma solution en petites composantes identiques qui peuvent interagir et qui peuvent vivre dans le même espace, donc au sein d'une même population. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui rentre aussi dans les questions de réglage, c'est l'équilibre entre ce qu'on peut calculer au niveau de l'individu et ce qu'on peut calculer au niveau de la population ou de l'ensemble d'individus. Donc le fitness global, le fitness local. Et en fait, souvent,
on se rend compte que des calculs courts au niveau local et des calculs longs une fois par génération vont donner une configuration qui va permettre de faire des économies de temps de calcul et donc d'obtenir des algorithmes qui peuvent être très efficaces au point de vue algorithmique. Et enfin, il nous faut définir une métrique pour gérer la diversité, pour identifier les clusters de points et pour en fait pousser à la séparation. Donc il faut pouvoir identifier qu'est-ce que c'est la proximité de deux points pour essayer de maintenir cette diversité. Évidemment, si on arrive à faire ça, le bénéfice est vraiment important parce qu'on peut obtenir des algorithmes qui vont jusqu'au temps réel, et on a d'autres exemples d'algorithmes évolutionnaires de coopération coévolution qui fonctionnent en temps réel. Et puis ça permet de gérer, de mettre dans la fonction de fitness locale juste des éléments de contrainte, voilà, et puis de faire tous les calculs qui sont difficiles et lourds au niveau global. Ça nous fournit des algorithmes qui sont robustes et qui sont, alors j'ai marqué scalabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer à l'échelle et pouvoir traiter des problèmes de grande dimension. Ça aussi, on a pu le constater d'un point de vue expérimental. Le dernier point dont je souhaitais vous parler, c'est ce qui concerne les techniques évolutionnaires interactives ou l'optimisation interactive. Je l'illustrerai pour faciliter la compréhension, je l'illustrerai par une application artistique. Mais ça peut être appliqué dans beaucoup de domaines différents. Alors, l'idée, c'est que vous avez vu que finalement, on faisait très peu d'hypothèses sur la fonction qu'on optimise dans la boucle évolutionnaire. On peut imaginer que la fonction de fitness, qui est utilisée pour classer les individus, etc., est issue d'une interaction avec quelqu'un. Et donc, dans ce cas-là, on peut, alors évidemment, le temps d'interaction va probablement ralentir l'algorithme, mais ça nous donne un outil qui permet d'optimiser une quantité qu'on ne sait pas forcément calculer, qui est issue d'une interaction avec un humain ou une machine ou un phénomène physique. Voilà. Donc là, en l'occurrence, sur l'exemple que je vais développer, l'idée c'est de dire je vais essayer de fabriquer des formes. Alors là, ce sont des formes fractales, on verra à quoi elles correspondent, de façon à satisfaire un utilisateur qui est un artiste qui veut créer des formes fractales qu'il trouve intéressantes, jolies ou qui correspondent à sa démarche artistique, etc. Donc l'opération de sélection qui est faite par la fonction de fitness, en fait, est issue d'une interaction avec un utilisateur humain qui va dire je préfère cette forme-là à celle-là, etc. et fournir un classement qui va pouvoir en fait faire tourner le moteur évolutionnaire. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement de très riche, de très intéressant, mais évidemment ça pose un certain nombre de problèmes techniques, en partie le problème de visualiser, de montrer correctement toutes les possibilités, la population et puis les individus que l'artiste, en l'occurrence, peut évaluer. Donc il faut arriver à fabriquer des systèmes de visualisation qui fluidifient le processus. Alors faire entrer un utilisateur dans une boucle évolutionnaire impose un certain nombre de contraintes. Vous avez vu, il faut pouvoir interagir avec lui, donc lui donner une perception ou visualiser les individus. Il y a aussi une question de rythme de calcul. En fait, l'algorithme génétique et l'utilisateur ne vivent pas à une même horloge de calcul. Et donc les interactions vont être ralentir énormément le processus. Et en plus, par ailleurs, la façon dont on interagit peut aussi amener à ce que le système soit très peu convivial
ou très perturbant pour l'utilisateur. L'exemple, c'est que si on a trop peu d'interactions et puis qu'on a des interactions répétitives qui ne sont pas forcément très intéressantes, l'utilisateur est un petit peu enfermé dans une prison d'ennui et se désintéresse peu à peu du système. Par ailleurs, si on lui ouvre trop de choix possibles, si on lui montre toute la population, si on lui montre tout un tas de possibilités avec des curseurs qui lui permettent de gérer tout un tas de paramètres, il va se trouver égaré dans un océan d'informations. Donc il faut arriver à trouver un compromis sur les interactions qui se place entre ces deux extrêmes. Il faut pouvoir proposer une visualisation qui est fluide et qui lui permette d'évaluer rapidement les choses, les formes par exemple qui sont inintéressantes, et localiser aussi très vite les formes qui lui plaisent et sur lesquelles il peut éventuellement interagir. On doit aussi respecter une certaine liberté. Quand on travaille avec des artistes, les systèmes interactifs, s'ils emprisonnent l'artiste dans un seul mode de travail, c'est clair que pareil, l'outil va générer de l'ennui et du désintérêt. Et donc du coup, il y a un compromis, et là j'avais marqué 3 éléments du compromis. Il faut qu'il y ait un compromis sur l'interaction, un compromis sur la capacité d'exploration et un compromis sur la capacité de focalisation, en fait, de suivi de l'avis de l'utilisateur. Donc ça impose d'aller fabriquer une boucle évolutionnaire qui a des caractéristiques un petit peu différentes, manipule des populations de taille moins grande, ou si elle manipule des populations de taille très grande, dans ce cas-là, il faut montrer à l'utilisateur uniquement une partie de la population et des choses comme ça. Donc il y a différentes stratégies qui permettent de faire que on rend l'interaction utilisateur fluide et agréable, voire intéressante ou amusante. Revenons à notre exemple de forme fractale. Donc là, je vais vous montrer je vais vous décrire un système qu'on a développé avec un groupe d'artistes et d'informaticiens qui s'appelle Artifract et qui permet de créer des formes fractales un petit peu exotiques de façon à servir dans un but artistique ou dans un but de design numérique, voilà, pour le textile par exemple. Donc l'idée, c'est de faire évoluer un ensemble de formes fractales. Alors là, les formes qu'on a choisies, le modèle qu'on a choisi, c'est les systèmes de fonctions itérées, IFS, sauf qu'on a utilisé des techniques, des IFS non standards aussi, en représentant chacun des individus par un jeu de fonctions, et donc en utilisant une boucle évolutionnaire à base de programmation génétique. Et donc, chaque individu qui est formé d'un ensemble de fonctions est évalué par le calcul de son attracteur qui donne une forme fractale. Donc là, j'en ai donné quelques exemples. Voilà. Et en fait, l'utilisateur va pouvoir aller explorer cet espace de fonctions que lui, il voit comme des formes fractales, des formes esthétiques avec des couleurs qu'il peut gérer, des formes avec des attracteurs qu'il peut gérer, qu'il peut bouger, etc. Et en fait, la boucle évolutionnaire, après, fait évoluer, en fonction de son évaluation, fait évoluer par croisement et mutation de programmation génétique, cette population, de façon à suivre l'inspiration ou l'exploration de l'artiste. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut obtenir par les opérateurs génétiques. Donc là, voilà un exemple où on a une forme de type arborescente qui est modifiée par mutation par programmation génétique, qui va nous donner une nouvelle forme arborescente légèrement différente, avec une parenté avec la première, mais une véritable originalité, puisque c'est pas forcément directement prédictible. De la même façon, voici un exemple de croisement où on a deux formes, une jaune et une verte, qui sont croisées et qui donnent 4 descendants possibles ici. Encore une fois, c'est un croisement par programmation génétique.
Donc on voit que chacune des formes conjugue les caractéristiques des deux parents, mais de façon différente. Et donc ça peut servir de base à une démarche artistique, à une démarche qui est semi-hasardeuse et semi-dirigée. Nous avons aussi rajouté d'autres moyens d'interaction pour l'utilisateur, notamment ce qu'on a appelé une mutation interactive, où là, cette fois-ci, c'est l'interaction utilisateur qui permet de fabriquer un mutant de l'individu. Alors, ce modèle Iterative Function System, de système de fonction itérée, possède ce qu'on appelle des points fixes, des points de contrôle, que l'utilisateur peut bouger avec sa souris, et en les bougeant, il va changer l'ensemble de la forme. Et donc là, l'utilisateur peut lui-même explorer les mutations possibles et décider et s'arrêter sur une mutation qui l'intéresse et qu'il peut cette fois-ci réintégrer dans la population comme si c'était une mutation automatique aléatoire. De cette façon, le designer, l'artiste, a le moyen d'orienter l'évolution de sa population de formes, à la fois en jouant le rôle de sélectionneur, mais aussi en jouant le rôle de modification, en rajoutant des modifications locales à certains des individus qu'il trouve intéressants. Et voilà un exemple de population qui a été évoluée par un artiste qui a travaillé sur ce système. Alors, évidemment, le système Artifract a différentes fonctionnalités et l'avantage des modèles IFS, c'est qu'ils permettent de faire ce qu'on appelle des morphings fractales, c'est-à-dire une transformation continue entre deux formes. Et là, on a un exemple en bleu d'un morphing fractal où on voit une transformation progressive entre la forme de gauche, qui est le triangle de Sierpinski, et une forme de droite qui est une ramification beaucoup plus complexe et beaucoup moins linéaire que le morphing que l'IFS du triangle de Sierpinski. Et ces objets-là aussi, cette création d'animation peut permettre de réinjecter dans la population un des éléments de l'animation, comme si c'était une mutation. Et là, on voit bien que c'est une mutation qui est semi-dirigée par l'utilisateur. Enfin, on peut aussi transformer ces IFS en motifs répétitifs juste par l'intermédiaire de fonctions miroirs et qui permettent de fabriquer des motifs qui sont intéressants, par exemple dans le domaine du textile. Ça, c'est l'exemple d'un créateur qui a travaillé avec nous pour fabriquer des exemples de motifs de tissus. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet outil Artifract s'adapte réellement au style de l'utilisateur et on l'a constaté en regardant la production des différents utilisateurs. Là, par exemple, vous avez un exemple d'image fabriquée par Jonathan Chapuis, qui est un ingénieur développeur du logiciel Artifract. On voit qu'il avait une image mentale de qu'est-ce que c'est qu'une forme fractale, et donc il l'a utilisé, il l'a réexploré de façon originale, mais toujours en restant dans son idée de forme fractale, d'attracteur fractal. Voici un exemple, cette fois-ci d'un autre développeur aussi, qui s'appelle Pierre Grenier, qui lui s'est amusé à faire des séries de fonds d'écran qu'il avait mis en ligne sur le site de ce système. Voilà, et là on constate aussi qu'il a une inspiration qui est légèrement différente de celle de Jonathan, mais on voit aussi qu'il est resté dans la notion d'attracteur. Je donne aussi à titre d'exemple quelques logos que je me suis amusée à créer avec cet outil. Donc, ils sont des logos des équipes de recherche ou des projets que j'ai menés. Et vous voyez aussi, pareil, que ça donne des formes qui peuvent être extrêmement variées. Alors, par exemple, pour le logo d'un câlin, le puzzle, c'est une image que j'ai plaquée. Et donc, on voit bien que l'attracteur, c'est la série de cercles déformés jaune-orange à gauche.
Voici des exemples créés par un artiste peintre qui s'appelle Emmanuel Keila, avec qui on a beaucoup travaillé et qui a fait pas mal d'expositions avec ses œuvres. Et là, il a pris le parti pris de travailler en noir et blanc et de ne travailler que des formes. Et donc là, il était un peu parti dans l'idée de formes de type un peu fumé. Et donc voilà des formes qui sont, elles, assez différentes de ce qui précède. Un autre exemple de la production d'Emmanuel Keila, donc ça ce sont des œuvres qu'il a déposées au musée d'art moderne de Montréal, je crois. Et en fait, là, on voit qu'il s'est un petit peu détaché de l'idée d'attracteur et qu'il a un peu joué avec des formes qui sont plus géométriques, qui sont un peu plus pop art, avec des couleurs un petit peu violentes. Et alors c'est pas très lisible, mais on voit en dessous l'ensemble des fonctions qui sont quand même assez complexes, même si c'est pas très lisible, qui, euh, qui servent, qui sont la signature, qui sont le génome des images qu'on voit à l'écran. D'autres exemples, là c'est une étude de texture, toujours par Emmanuel Keila, et on voit aussi que c'est pareil, il s'est complètement affranchi de cette notion d'attracteur. Une designer textile qui s'appelle Marie-Amélie Porcher, qui était venue travailler avec nous aussi, a fait des études textiles où là, vraiment, elle a utilisé aussi des filtres sur les images et donc on voit vraiment qu'on s'éloigne encore plus de l'image initiale de l'attracteur ou de l'image du mathématicien pour ces formes-là. Enfin, un dernier exemple, là, c'est une collection réelle de foulards qui ont été dessinés par Emmanuel Keila avec différentes versions. Le bleu est une vision très zoomée à l'intérieur d'un attracteur et on voit que ça donne un ensemble de filandres assez curieuses. Le foulard noir lui a donné l'image de l'ensemble d'un attracteur, et on voit certaines composantes de cet attracteur, et le foulard orange a été fabriqué à partir d'une population complète, évoluée aussi par le logiciel Artifract.